Exposition à ciel ouvert des armes saisies par Israël dans un navire en provenance d'Iran. On en reparle dans une seconde, ce sera le thème du débat du Grand Direct. La Syrie accusée d'utiliser la famine contre ses populations civiles, c'est un rapport d'Amnesty International. Et puis toujours l'énigme à propos du vol de Malaysian Airlines, aucune trace des débris en mer et la piste terroriste qui se renforce ce soir après de nouvelles révélations de la police thaïlandaise. On va donc s'intéresser de près à cette exposition à ciel ouvert dans le port d'Eilat cet après-midi, exposition d'armes saisies à bord du bateau, comme l'avait annoncé Benjamin Netanyahou. Il a tenu parole. Il a voulu montrer, je cite, le vrai visage de l'Iran. On va en parler avec nos deux invités. Nadia Ellis, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'analyse du discours à l'université de Tel Aviv. Et Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'université ouverte d'Israël. En ligne avec nous également au téléphone, Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord vous demander, Olivier Rafovitch, votre sentiment à vous, expert militaire, sur cet arsenal. Est-ce qu'il est aussi impressionnant qu'il y paraît quand on est, comme vous, un militaire aguerri? Est-ce que vraiment cette saisie est une saisie qu'on peut qualifier d'exceptionnelle? D'abord, c'est une saisie très importante. 40 missiles L-302 qui peuvent atteindre des villes israéliennes, c'est énorme. Et certains de ces missiles ont été utilisés durant la Seconde Guerre du Liban par le Hezbollah. Et des missiles, des obus de mortier et des milliers, des milliers de cartouches. On a fait ici un arsenal important. Ce n'est pas le plus important qui a été raisonné par les forces israéliennes dans le passé. Mais on a affaire ici à un axe de guerre et à des armes qui, évidemment, peuvent renforcer et peuvent mettre en danger les villes israéliennes et surtout renforcer des groupes comme le djihad islamique ou le Hamas qui, avec de telles fusées qu'ils n'ont pas aujourd'hui, peuvent menacer toutes les villes d'Israël, du nord au sud, et mettre en danger des centaines de milliers, des millions d'Israéliens sous la menace de ces missiles. Maintenant, ce qui est surprenant, à mon avis, si vous me permettez, c'est que nous avons pris ces armes, mais le monde est relativement resté discret, voire indifférent pratiquement à cette opération et au résultat de l'opération israélienne. Oui, alors justement, on va en parler de cela. Merci Olivier Rafovitch, donc colonel de réserve de l'armée israélienne pour cet éclairage. On va parler de ce silence dans un instant, Nadia Ellis, mais d'abord l'opération de théâtralisation un petit peu de cette saisie d'armes. Le discours du Premier ministre aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, qui s'en prend nommément et fortement à l'Iran. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire en fait une analyse un peu de cette soi-disant stratégie de communication qu'Israël a, et Netanyahou en particulier, qui est très problématique. Dans tout acte de communication, on a quelqu'un qui parle, on a un message, un contenu et évidemment un destinataire. Les trois sont problématiques en fait. Qui parle? C'est le Premier ministre, un Premier ministre qui donne un message très contradictoire et qui construit en fait à chaque fois dans ses discours un ethos de quelqu'un de très fort qui protège Israël, qui menace l'Iran d'attaque et finalement qui n'agit pas. Et là où il faudrait qu'il agisse en fin de compte, donc par rapport aux Palestiniens, par rapport à un accord de paix, il est dans une impasse totale et donc il ne donne pas du tout l'impression d'être quelqu'un qui agit. Et donc il perd un peu de crédibilité, je dirais, dans son ethos. Ensuite, le message, je pense qu'on peut parler de schizophrénie de message. D'un côté, nous sommes des victimes de l'Iran, des pays voisins, des attaques, etc. De l'autre côté, Netanyahou construit tout le temps un message d'un pays fort. Nous avons l'armée la plus forte, nous sommes les plus forts du Moyen-Orient, etc., etc. Et en même temps, pareil, nous sommes un pays qui est menacé tout le temps, mais venez nous voir parce que nous sommes un pays magnifique. Le message, en fait, sur le navire a été annoncé le même jour où on a annoncé un film sur une visite touristique que Netanyahou fait faire virtuellement aux possibles touristes. Voilà, donc le même jour, d'un côté, nous sommes sous les missiles et on essaye de nous tuer, mais venez nous voir parce que c'est un pays magnifique. Alors, Denis Charbit, là-dessus, vous trouvez qu'il y a une exagération ou pas dans le discours de Netanyahou sur l'Iran? Alors, moi, je dirais que c'est pas l'Iran qui vise. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est les négociateurs.
est évident que l'adversaire clair, c'est bien sûr l'Iran, mais dans cette polémique, la polémique, il l'engage avec l'Europe, avec Catherine Ashton, qui l'a attaqué nommément la veille à l'ouverture du Conseil des ministres. Alors, je crois qu'en revanche, vis-à-vis de l'opinion intérieure, c'est une très belle opération de communication, c'est exactement ce que les Israéliens veulent entendre, et je dirais même que c'est, entre autres, redorer le blason de l'armée de mer. N'oublions pas qu'il y a 3 ans, elle avait quand même lamentablement échoué dans l'opération du Vis-Marmara. Ouais. Là, on voit l'armée de mer qui fait un sans faute, et puis, en même temps, voilà, Israël est menacé, mais nous sommes capables de supprimer cette menace. Voilà. Là où ce discours ne révèle pas la même efficacité, c'est bien sûr vers l'extérieur, mais pas simplement à cause de Netanyahou, sans vouloir prendre sa défense, mais c'est aussi parce qu'il faut bien dire ici que dans la mesure où il vient révéler une contradiction dans l'image iranienne rénovée, renouvelée depuis l'élection de Rouhani, ni l'opinion publique européenne et occidentale, ni les politiques ne veulent véritablement l'entendre. Ils ne veulent pas savoir que les mêmes qui négocient une sortie du nucléaire envoient en même temps des armes à destination du Hamas pour déstabiliser la région. Je crois que voilà, il est dans une stratégie, je dirais, non pas de essayons d'accompagner les négociateurs pour leur donner des moyens de tenir bon, mais il est dans une posture d'opposition, de confrontation. Et ça, à l'extérieur, c'est très bien, ça plaît à l'opinion publique israélienne. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent dans l'échange, dans le dialogue diplomatique capital qu'il faudrait avoir aujourd'hui même, parce qu'il y a négociation avec l'Iran. Alors, Nadia Ellis, c'est vrai que... Mais la stratégie communicative de Netanyahou, maintenant, c'est pas que je m'en prends à lui personnellement, mais en même temps, lui, il prend toujours le mérite ou la responsabilité de ce qui se passe. Donc forcément... il a pris le dossier Iran, en tout cas... Très à cœur, ça c'est sûr. Ouais. Et ce qui est très triste, c'est que c'est vrai. Je veux dire, il n'est pas en train de mentir. C'est vrai que l'Iran a menacé de détruire Israël. C'est une évidence qu'il envoie des armes pour effectivement attaquer Israël. Mais une stratégie de communication qui se base seulement sur le concept « moi, je vous dis la vérité », et les autres mentent, ça ne peut pas marcher parce que la communication, c'est une question de séduction, de persuasion. Si c'est seulement pour dire, voilà, moi je connais la vérité et vous non, ça ne marchera pas. D'autant plus que cette communication, elle n'est pas étudiée par des experts qui viennent des pays qu'on veut convaincre. Ce sont normalement des Israéliens qui font ça. Forcément, ils pensent avec une mentalité israélienne. Ce n'est pas la mentalité européenne. Alors si on veut convaincre l'Europe en plus, c'est tout le contraire. C'est pas, il faudrait en fait faire étudier cette stratégie par des gens qui viennent de l'Europe et non pas par des Israéliens qui ne peuvent pas s'adresser comme il faut à des Européens. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi en martelant depuis des années ce message Iran égale bombe, on se rappelle du dessin à l'ONU, qu'on a peut-être eu Genève, les négociations, en tout cas on a obligé peut-être les Iraniens à venir s'asseoir à la table des négociations. Non, je pense que... Mais vous voyez, c'est toute la différence entre cette diplomatie expressive, explicite, exubérante, je dirais, de Netanyahou, qui a joué son rôle en disant « je suis contre la bombe, je le reste », et la diplomatie plus implicite, plus discrète, alors certains diront peut-être plus naïve, de l'Europe et des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Je pense que et les Européens et les Américains n'ont jamais douté que le programme iranien était bien un programme militaire et pas un programme civil. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les sanctions et c'est pour ça qu'ils arrivent à la négociation aujourd'hui. Non, là, je crois qu'au-delà de la question de la communication qui est importante, mais je crois qu'il y a un véritable débat de fond entre deux manières de concevoir, je dirais, la démocratie et les devoirs d'un pays démocrate. Dans l'esprit de Netanyahou, on est d'une certaine manière dans l'esprit de la guerre froide. Il y a les bons et les méchants. Et quand il y a des méchants qui sont vraiment des méchants, les bons, on ne regarde rien, on ne regarde pas de leur côté, n'est-ce pas ? Dans l'esprit des démocraties occidentales et même des États-Unis,
le monde n'est pas seulement divisé entre bons et méchants, ou plus exactement, pour mieux combattre les méchants, il faut savoir également regarder chez soi ce qui ne va pas. Et je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a eu un argument dont je suis convaincu qu'il a séduit une grande partie de l'opinion publique israélienne. Il a dit, regardez le bruit que l'on fait, le tintamarre que l'on fait lorsqu'on autorise l'ouverture d'un balcon dans les territoires occupés, voilà, une terrasse ou un balcon, et regardez le silence de la communauté internationale lorsque... Mais cela suppose qu'on... Alors, les Israéliens sont convaincus, ils disent, bah oui, c'est vrai, là, on ne fait pas de bruit, et là, on en fait un tintamarre pour construire une maison. Mais ce qu'il ne comprend pas, ce que Netanyahou ne comprend pas, et je pense qu'il, sincèrement, il ne le comprend pas, c'est que l'Iran n'est pas une démocratie, l'Iran est un régime autoritaire, voire totalitaire, même si c'est un peu trop rapide de le dire comme ça, alors qu'Israël est une démocratie. Et on ne juge pas les démocraties comme on juge un État qui ne l'est pas. Je veux dire par là que, pour dire les choses clairement, si demain Israël disait « nous ne sommes pas une démocratie », n'attendez pas de nous qu'on agisse comme une démocratie. À ce moment-là, on cesserait de condamner l'autorisation de permis de construire dans les territoires occupés. Mais c'est précisément parce qu'on veut faire partie de ce camp-là qu'effectivement, on va faire un tintamarre pour l'autorisation donnée à un permis de construire et on sera effectivement... ce qui apparaîtrait comme une sorte d'indifférence. Même chose pour la Syrie. On a condamné Bachar al-Assad, et puis c'est tout, on n'en fait pas plus. Mais pas parce qu'on est très sévère avec Israël, parce qu'on est antisémite, mais parce qu'on est sévère envers les démocraties. Regardez le tintamarre qu'on a fait pour Guantanamo. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a arrêté illégalement une centaine de... Mais c'est parce que c'est ça une démocratie. Le monde soviétique était terrible, et pourtant il fallait condamner le macartisme. Et c'est là où je dirais que ce débat-là va plus loin que la question de quelle stratégie de communication pour avoir ici deux conceptions de la démocratie. L'une qui dit quand on est démocrate, on est les meilleurs et il faut mettre tout le paquet du côté du mal, n'est-ce pas, l'axe du mal en quelque sorte. Là où il y a une autre vision qui consiste à dire quand on est démocratie, on se doit d'être parfait et mieux encore. Donc Israël condamné d'avance alors, Nadia Ellis. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'en Europe ce soit vraiment le discours. Les États-Unis peut-être effectivement ils pensent comme ça. Si déjà on élargit la discussion. Alors l'Europe, elle a un œil particulier sur Israël, évidemment. C'est un argument très connu parce que, voilà, ils veulent vérifier ce que les Juifs font aujourd'hui de la démocratie, étant donné que la démocratie en Europe, ça a donné des résultats catastrophiques il y a quelques décennies. Israël est toujours très examiné de manière très très pointue parce qu'ils nous en veulent, parce qu'ils en veulent aux Juifs, etc., etc. Je veux dire, mais je ne suis pas sûre qu'en Europe on analyse vraiment les démocraties de manière très juste ou de manière très équilibrée. Je pense qu'il y a vraiment un standard qui est double et que vis-à-vis d'eux-mêmes, ils se pardonnent une énormité de choses qu'on ne pardonne pas à Israël. Parce que c'est Israël. Et ça, j'en suis convaincue. Vous trouvez que sur Lampedusa, on ne fait rien, on ne dit rien quand il y a des immigrants? Ce n'est pas les Français ou les Anglais qui les prennent et qui les noient. Je veux dire, ils essayent d'arriver. Sortir dans la rue avec des drapeaux. Non, le pape est allé... Non, je ne suis pas sûr. Non, je pense que oui, il y a un double... Ce que je veux dire, c'est que à cette accusation de double standard, il est bon de dire, effectivement, il y a un double standard. Mais pas parce qu'on est Israël et parce que c'est l'État juif. Il y a un double standard parce qu'on est une démocratie et qu'une démocratie a des devoirs qu'elle n'a pas quand on est un régime autoritaire. Alors là, c'est vrai qu'on on condamne, mais voilà, effectivement, de manière qui apparaîtrait un peu... Je suis d'accord. Non, mais je veux dire, l'Italie, d'où je viens, est une démocratie aussi. Personne ne boycotte les spaghettis Barilla parce qu'à Lampedusa, il y a des gens qui se noient. Je veux dire, non, c'est évident qu'il y a un problème avec le caractère juif d'Israël. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est pas seulement parce que nous sommes une démocratie et que nous sommes au Moyen-Orient. Évidemment que Israël n'est pas parfait et il y a plein de problèmes ici qu'il faut critiquer, qu'il faut juger et qu'il faut corriger, je suis la première, mais que l'Europe est un problème avec Israël en tant qu'État juif parce que c'est un État juif, pour moi, c'est clair et net et c'est une évidence. Moi, je pense que les amis d'Israël attendent d'Israël un comportement à la hauteur de ses valeurs et à la hauteur des idéaux qu'il entend respecter. Et je crois que c'est à ces amis-là et l'Europe, c'est les amis d'Israël ?
Il y a des amis d'Israël en Europe, bien sûr, il y en a, heureusement, pas l'Europe en et général. surtout dans les gouvernements et surtout dans les chancelleries. Angela Merkel, David Cameron qui arrive bientôt en Israël, François Hollande, vous oseriez dire qu'ils sont des ennemis d'Israël. Non, mais eux, ils se sont des amis, mais pour le même nombre d'amis, il y a autant d'ennemis. Le Schulz qui vient nous faire un discours qu'on ne peut pas écouter à la Knesset, tellement il est bourré de double standard vis-à-vis des Israéliens et pro-palestiniens, et les lois qu'ils essayent de faire passer en Europe contre la circoncision, contre l'abattage rituel, l'antisémitisme. Je veux dire, non, pour un certain nombre d'amis, il y a autant d'ennemis, et je ne pense pas que l'Europe en général, on puisse la définir amie d'Israël, pas du tout. Il nous reste une minute, juste un mot. Vous trouvez qu'on en a trop fait sur cette affaire du bateau ou pas? Est-ce qu'Israël a eu raison d'en faire autant ou pas? Je pense qu'elle a joué, c'était inévitable qu'elle joue ce rôle-là, et notamment Netanyahou, parce que c'est une culture de l'extériorité, mais je pense que c'était trop pour une opinion publique européenne dont je souligne qu'effectivement, elle n'a pas trop envie d'entendre ce discours-là aujourd'hui, c'est clair. Nadia, sur ce bateau là, pour le coup, je suis assez d'accord. Et je trouve que c'est surtout Netanyahou, en fait, qui... Voilà, je suis désolée de m'en prendre à lui, mais je trouve que là, il se met vraiment au centre encore aujourd'hui dans son discours. Il dit c'est moi qui ai donné l'ordre, c'est moi qui ai fait. Il exagère un tout petit peu. Bon, chef de guerre et puis chef de gouvernement également. Merci Nadia Ellis, merci Denis Charbit donc, pour ces armes qui étaient exposées aujourd'hui à Eilat. Je pense qu'on en a terminé avec cette affaire. En tout cas pour le moment, jusqu'à la prochaine. Le grand direct continue dans un instant. Restez avec nous.